Le dossier des fortunes des dirigeants algériens en France, des biens mal acquis, des avoirs financiers, des biens immobiliers des dirigeants algériens en France vient d'éclater au grand jour. Et maintenant, l'heure des bilans, l'heure des comptes, l'heure du jugement a sonné. Les autorités françaises ne veulent pas aller jusqu'à l'activation ou l'utilisation de cette arme fatale. Si on utilise ce dossier, c'est une véritable bombe atomique. Les autorités françaises ne veulent pas recourir à la justice. Ils ne veulent pas utiliser la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent ou le détournement des fonds publics d'États étrangers, parce que les autorités françaises ne veulent cibler que 20 hauts responsables algériens qui font partie en ce moment du cercle restreint d'Abdelmajid Tebboune, de Saïd Chengueli. Mais en réalité, il y a plus de 800 dirigeants algériens qui possèdent des biens et qui ont des résidences et qui ont des comptes bancaires ou qui ont consenti à des investissements en France. Général Belkacem, le général Belkacem dont personne ne parle d'ailleurs, ni en France ni en Algérie. Il possède des biens. L'ancien patron de la police, Farid Benchir. Le dossier des fortunes des dirigeants algériens en France, des biens mal acquis des dirigeants algériens en France, des avoirs financiers, des biens immobiliers des dirigeants algériens en France vient d'éclater au grand jour. Et maintenant, l'heure des bilans, l'heure des comptes, l'heure du jugement a sonné. Pour le moment, comme on l'a expliqué lors d'une émission précédente, les autorités françaises ne font que menacer. Les autorités françaises ne veulent pas aller jusqu'à l'activation ou l'utilisation de cette arme fatale qui va bousculer pour toujours et pour ne pas dire détruire les anciennes relations franco-algériennes et algéro-françaises, parce que si on utilise ce dossier, c'est une véritable bombe atomique. Encore une fois, les dirigeants algériens, le dossier des biens et des fortunes des dirigeants algériens en France n'a strictement rien à voir en termes de l'ampleur, en termes de volume, en termes des montants faramineux et volumineux, en termes de prestige et en termes de puissance des intérêts financiers et économiques par rapport aux autres dossiers qui ont été traités par la justice française. Je rappelle des faits que les dirigeants algériens, pour le moment, font l'objet d'une menace. Les autorités françaises ne veulent pas recourir à la justice. Ils ne veulent pas utiliser la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent ou le détournement des fonds publics d'États étrangers pour financer de l'enrichissement ou d'un patrimoine d'enrichissement illicite sur le territoire français. Les autorités françaises veulent utiliser une loi qui lutte contre et qui criminalise les actions d'ingérence étrangère et qui date de fin juillet 2024. Pourquoi? Parce que les autorités françaises ne veulent cibler que 20 hauts responsables algériens qui font partie en ce moment du cercle restreint d'Abdelmajid Tebboune, de Saïd Chengueli et des principaux dirigeants du pouvoir algérien actuel avec lequel l'État français a des problèmes et un conflit politique et diplomatique. Mais en réalité, il y a plus de 800 dirigeants algériens, que ce soit des généraux, d'anciens ministres, d'anciens diplomates, d'anciens secrétaires généraux, d'anciens directeurs de cabinet, d'anciens fonctionnaires de l'État algérien, qui possèdent des biens et qui ont des résidences et qui ont des comptes bancaires ou qui ont consenti à des investissements en France. Ou plus de 800 dirigeants algériens, sans parler des membres de leur famille, de leurs proches, de leurs prête-noms, sans parler des entrepreneurs et des hommes d'affaires qui ont développé des activités financières ou immobilières ou économiques sur le territoire français, mais en relation ou financées en partie, ou partiellement ou intégralement, par des fonds qui proviennent des activités politiques de leurs alliés dirigeants militaires ou dirigeants politiques. Au moins 800. C'est la France recourt à la justice. C'est la France recourt à des poursuites judiciaires pour blanchiment d'argent, fraude fiscale, corruption, enrichissement illicite à partir de fonds publics détournés depuis l'étranger. On va avoir les tribunaux français seront non seulement saturés, mais on va avoir une véritable bombe atomique
parce que la responsabilité de l'État français sera engagée. Dans cette histoire, mesdames et messieurs, la France n'est pas victime, elle est d'abord et avant tout coupable. Elle est coupable d'avoir laissé des dirigeants algériens d'un État défaillant, corrompu, illégitime, des dirigeants illégitimes, impopulaires, alors qu'en Algérie, des femmes enceintes accouchent par terre dans des hôpitaux qui datent encore de l'époque coloniale, laissés par la colonisation, ou par des hôpitaux nouvellement construits mais qui ressemblent à des bidonvilles, une population déshéritée qui ne profite pas des richesses du pays, mais dont les dirigeants détournés pillent ces richesses pour aller acheter des biens immobiliers, des appartements, des maisons, des appartements, des villas et des studios, ou financer des entreprises ou des locaux commerciaux, ou avoir des comptes bancaires dans les banques situées dans les quartiers les plus chics de la capitale française Paris ou dans les autres villes françaises très chics. La France, elle est coupable, elle a vu tout cela de ses propres yeux depuis des années. Avant de faire ce plaidoyer, allons-y vers les faits d'abord. Là, en France, on s'intéresse aux biens mal acquis depuis 2017. En 2007 plutôt, 2007, pas 2017. 2017, c'est les premiers verdicts, les premiers jugements. En 2007, des plaintes ont été déposées par des lanceurs d'alerte, par des associations de lutte contre la corruption, des associations françaises, des associations internationales, par des opposants, par des associations de certains, par des mouvements politiques ou des journalistes ou des intellectuels de certains pays africains contre 4 États africains qui étaient mis en cause pour enrichissement illicite, corruption, fraude et blanchiment d'argent et détournement des richesses nationales de leur pays pour entretenir un train de vie de prince et blanchir cet argent sur le territoire français à travers des propriétés immobilières et à travers des comptes bancaires et des investissements économiques et financiers sur le territoire français. Les pays qui étaient visés, c'est le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso au début. Le Burkina Faso, avec la chute de Blaise Compaoré et ce qui s'est passé dans le pays, a été oublié. La justice française, les plaintes et les investigations sécuritaires et judiciaires se sont concentrées sur le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, où donc les enquêteurs de la police et des juges français, aussi habilités et désignés pour prendre en charge ces dossiers, ont enquêté sur les patrimoines faramineux de ces familles, de ces dirigeants. Les dirigeants du Gabon, les Bongo, les Sassou Nguesso et les Obiang en Guinée. Et de 2007 à 2020, les enquêteurs ont trouvé au sein des véritables empires qui appartiennent à ces clans présidentiels. Des immeubles, des hôtels particuliers, des voitures de luxe, des montres de luxe, des vêtements de marque, des œuvres d'art. Les montants en jeu sont faramineux, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Les affaires judiciaires ont pris du temps. Par exemple, récemment, le 8 avril 2025, la justice française elle a clos son enquête sur les biens acquis de la famille Bongo qui dirigeait le Congo pendant des décennies jusqu'à récemment avec un coup d'État qui a eu lieu l'année dernière en 2024. Rappelez-vous au Congo, la famille Bongo a chuté jusqu'à l'année dernière. C'était le coup d'État au Gabon. Un coup d'État pas très... c'était 2023, excusez-moi. C'était même pas... Voilà, c'était le 30 août 2023 où un coup d'État militaire avait renversé le président Ali Bongo, qui était le fils de son père, qui a hérité de son poste de son père, et Omar Bongo. Et ça a mis fin à la dynastie Bongo. Mais en réalité, le coup d'État a été aussi orchestré par des membres du clan Bongo. Mais bon, de 2007 jusqu'à 2025, il y a eu 24 personnes qui ont été mises en examen, dont une ancienne Miss de France, la banque BNP Paribas, des personnalités françaises, des hommes d'affaires français, des privés. Énormément de personnes ont été impliquées, mis en examen dans cette affaire parce qu'ils ont profité de l'argent du Gabon. Ils ont été utilisés par les Bongo, ils ont été payés par les Bongo, ils ont offert leur service aux Bongo pour cacher ou dissimuler leur argent et blanchir leur argent sur le territoire français. L'enquête avait été menée par le Parquet national financier. En France, il y a deux parquets, deux juridictions extrêmement puissantes. Le Parquet national antiterroriste, dont on a déjà parlé pour l'affaire MLDZ, et le Parquet national financier qui s'occupe des gros dossiers de corruption, des malversations financières et les infractions liées à l'économie, liées aux finances et au blanchiment d'argent, etc. Donc le procès aura lieu au printemps 2006 pour l'affaire pour le Gabon.
24 personnes ont été mises en examen. Il n'y aura pas l'ancien président gabonais, mais il y aura énormément de personnes. Et l'association à l'origine de ces actions judiciaires et de ce processus, de ce long processus, ce qu'on appelle, qui entre dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, c'est l'association Transparency International qui a dit que enfin le clan Bongo va être jugé, mais aussi des personnalités du monde des affaires, puisqu'elles ont servi de facilitateurs dans le détournement de fonds. Sauf que les Bongo au Gabon, il n'y a que les Bongo, la famille Bongo, qui a volé à travers un certain nombre d'intermédiaires et de facilitateurs. Imaginez-vous que la justice française, c'est notre souhait d'abord, parce que pour le moment, je rappelle que la France menace, elle n'a pas envie d'actionner cette menace, de geler les avoirs et de publier la liste des 20 dirigeants algériens qui détiennent des avoirs financiers et bancaires sur le sol français. Elle a envie de laisser cette carte en dernier, vraiment un joker qu'elle va utiliser en extrême urgence, et elle n'a pas envie d'aller jusque-là, parce qu'elle ne veut pas aller sur le terrain judiciaire. Si elle va sur le terrain judiciaire, elle est obligée de convier l'enquête au parquet national financier. Sauf que le parquet national financier, il va faire avec les dirigeants algériens ce qu'il a fait avec les Bongo, c'est-à-dire il va s'intéresser à tous les biens, à toutes leurs affaires, à toutes leurs entreprises, à tous leurs intérêts financiers et économiques, et il va aussi enquêter sur leurs facilitateurs français, leurs intermédiaires français, leurs amis français qui les ont aidés à s'installer en France. Les dirigeants africains comme les dirigeants algériens, s'ils n'avaient pas trouvé une sorte d'impunité, une sorte d'encouragement et des incitations de la part de certains lobbies français, ils ne seraient pas venus en France. C'est la France, dès le départ, avait contrôlé les flux financiers entre les pays qui rentraient dans son pays, avait contrôlé dès le départ les investissements immobiliers et financiers effectués par ces dirigeants étrangers. On n'aurait jamais eu des biens mal acquis. Sauf que les biens mal acquis, il y a eu une complicité française. Et le parquet national financier, c'est pour ça qu'il a mis en examen aussi des citoyens et des personnalités françaises dans l'affaire des Bongo. Mais si le parquet national financier prend en charge l'affaire des dirigeants algériens, ça serait une bombe. Il n'y aura pas 80. Déjà, rien que 800 dirigeants algériens ont des biens et des intérêts financiers en France. Si on doit enquêter sur leurs complices, leur parcours, ça prendra d'abord des décennies, il faudra 30 ans d'enquête. Plus que le Gabon de Bongo. Les enjeux financiers sont 4 fois plus élevés, si ce n'est pas 5 fois plus élevés, parce que l'ensemble des montants des propriétés, des intérêts français, des intérêts financiers de ces 801 dirigeants algériens qui ont investi ou qui ont acheté en France, ce sera en milliards d'euros et c'est pas en millions d'euros. Ça dépassera largement les 2 milliards d'euros. Si on doit enquêter sur leurs intermédiaires, leurs complices, leurs facilitateurs, on va se retrouver avec des mises en examen qui doivent impliquer des centaines et des milliers de personnes. Donc, ça sera un long feuilleton judiciaire qui va ébranler la France elle-même, comme les affaires des biens mal acquis a ébranlé la France elle-même. C'est pour ça que les autorités françaises, pour le moment, ne veulent pas intégrer la question des biens des dirigeants algériens dans le cadre de l'affaire des biens, du scandale ou dans le cadre de la lutte contre le fléau des biens mal acquis. Il faut savoir que les biens mal acquis, ils ont une définition juridique claire et un statut juridique clair. Par exemple, l'ONG Transparency International, qui est l'une des parties prenantes dans l'affaire des biens mal acquis des dirigeants africains en France, pratiquement le lanceur d'alerte et l'un des facteurs déclencheurs et ont exercé des pressions sur la France pour déclencher les enquêtes contre les dirigeants africains, Transparency International définit les biens mal acquis comme l'ensemble des fonds publics détournés ainsi que les produits de la corruption et autres infractions d'atteinte à la probité placées à l'étranger à des fins personnelles. Il s'agit ainsi d'un enrichissement illicite, c'est-à-dire de l'augmentation substantielle du patrimoine ou de toute autre personne de son entourage que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus. Très bien. Avec cette définition juridique, si on l'applique sur les dirigeants algériens, on va se retrouver avec un méga scandale. C'est très simple. Comment un dirigeant algérien qui a travaillé en Algérie, payé en dinars, avec des salaires très très faibles en Algérie, ministre dans 35 millions, ou 35 millions, président il y a 90 millions, PDG Sonatrach il y a 80 millions, un général c'est à partir de 30 jusqu'à 40, général-major 50 millions. Comment avec des sommes en dinars, quand tu les convertis en euros, c'est très modique, c'est dérisoire,
Comment ces gens-là ont pu acheter des biens et se constituer des fortunes en France? Comment le général Belkessir, il a pu offrir à ses enfants, dès 2019, pratiquement des 2 appartements de luxe dans le 16e arrondissement, alors que ses filles étaient âgées d'encore de moins de 30 ans, alors que lui, il a été qu'un général, payé à la tête de la gendarmerie algérienne, qu'avec du dinar. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Saïdani et les autres, et la liste, elle est très très longue, on a fait Algérie, pas très la liste des dirigeants algériens, les anciens chefs de cabinet à la présidence, d'anciens conseillers, d'anciens ministres. Abdelaziz Khalaf, Abdelaziz Khalaf, c'est un ancien ministre des Finances, etc. Il a eu une carrière internationale, il a travaillé dans les banques. Il y a certains dirigeants, par contre, il ne faut pas généraliser, il y a certains dirigeants, mais c'est une minorité, qui après avoir quitté leur poste, ils ont travaillé pour des organismes internationaux. Ils ont travaillé pour des bailleurs de fonds internationaux ou pour des sociétés internationales. Ils ont pu économiser leur argent et investir leur argent pour acheter des biens ou pour s'installer en France. Ça, c'est un cas particulier, mais ça concerne quelques dirigeants qui se cassent sous les bouts des doigts. Parce que la majorité des dirigeants algériens ne sont pas instruits, n'ont pas eu de grands diplômes, n'ont pas eu l'opportunité de travailler pour les organismes internationaux pour l'étranger. La majorité, ils ont été à leur retraite et se sont retrouvés propriétaires de plusieurs biens ou ayant des comptes financiers importants ou des intérêts financiers importants, comme le cas de Général Belkacem. Général Belkacem, qui veut Général Belkacem, dont personne ne parle d'ailleurs, ni en France, ni en Algérie. Il possède des biens. L'ancien patron de la police, Farid Benchir, policier en Algérie, chef de sûreté de wilaya de Djidjel ou de Béchar, il a un hôtel-bar. Un hôtel-bar fait Malakoff, dans le 92. Quand même, c'est l'une des zones résidentielles prisées des Français et des Françaises. Comment un policier peut avoir un hôtel? Un policier en Algérie, avec quoi il peut financer un hôtel à Paris? Et les exemples sont légion. Il faudra des heures, Algérie Part, allez-y lire Algérie Part, on a dans des émissions sur Mokhtar Regui, qui était un simple secrétaire particulier de Abdelaziz Bouteflika. Il a réussi à avoir des appartements ici, en France et à Paris, dans des quartiers chics. Donc, l'ancien ministre, l'ancien ministre du Moudjahidine, Chérif Abbas, il a réussi à avoir des biens en France à travers ses enfants dans la région lyonnaise. Donc, et la liste, elle est longue. Donc, il y a eu, les biens des dirigeants algériens, leurs avoirs financiers ne peuvent pas être considérés ou ne peuvent pas être saisis uniquement au nom de la lutte contre les ingérences étrangères. Ce sont des biens mal acquis. Parce que il s'agit d'un enrichissement illicite, il s'agit de produits de la corruption, il s'agit d'atteinte à la probité, il s'agit de fonds d'argent détournés en Algérie pour être placés en France à des fins personnelles. C'est simple. Quelqu'un comme Belkacem ou Farid Benchir, ils ont volé de l'argent en Algérie, alors qu'ils étaient notamment des serviteurs de l'État algérien. L'un est gendarme, l'autre est policier. Ils se sont enrichis, ils sont venus en France pour acheter des hôtels et des appartements. Ça, c'est des biens mal acquis, pour lesquels il faut les juger. Sauf que la France n'a pas envie de les juger. Pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'on lui pose des questions, qu'on l'interroge. La France, les autorités françaises, pas la France en tant que peuple, la population française, elle est naturellement totalement innocente dans cette affaire. Je parle de la France en tant qu'autorité, en tant que responsable français, sous toutes les différentes couleurs et tendances politiques. Les autorités françaises, elles sont complices. Elles sont complices. Quand le général Belkacem achète des appartements pour ses filles au 16e arrondissement, le fisc français ne connaît pas le général Belkacem, les services secrets français ne connaissent pas le général Belkacem, la justice, le TRACFIN, les opérateurs, tous les dispositifs fiscaux et légaux en France ne peuvent pas se dire, mais le général, comment il a de l'argent pour acheter des appartements? Quand Farid Benchir, policier en Algérie, propriétaire d'un hôtel, un hôtel-bar à Malakoff, à Paris, le fisc, c'est très clair. Quand quelqu'un qui occupe une fonction officielle, il faut pas être un grand enquêteur, il faut pas être un James Bond ou un grand agent des services secrets pour comprendre qu'il y a de la corruption, qu'il y a un enrichissement illicite. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire comme ils ont laissé faire Saïdani, comme ils ont laissé faire Mokhtar Gueye, comme ils ont laissé faire plusieurs autres ministres, comme ils ont laissé faire Benchir ou Belkacem. Ils ont laissé faire d'autres généraux. Et la liste, elle est longue. 800 personnes. Si 800 personnes
801 dirigeants qui se sont installés en France à un moment donné, après leur retraite ou après leur départ, ou certains avaient même des biens en France au moment même où ils avaient des fonctions ils avaient des fonctions au sein de l'État français, eux, des fonctions au sein de l'État algérien, pardonnez-moi, un lapsus qui n'est pas révélateur, au sein de l'État algérien. Tous ces gens-là ont pu constituer des patrimoines en France avec la complicité, avec avec la complicité des dirigeants, des autorités françaises. Il y a une complicité. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.